Je me présente, Marc Loy, je suis architecte des bâtiments de France dans le département de la Nièvre et également au sein de la NABF, référent parmi d'autres du groupe de travail Thermos qui se concentre sur la rénovation thermique du bâti ancien. Et dans ce cadre, donc, je participe au groupe de travail et aux commissions qui sont mises en place pour la labellisation Effinergie Patrimoine, qui est une expérimentation dont Angélique Sage va vous parler. Et voilà, la présence de l'ANABF sur ce sujet a commencé en 2017 avec d'abord Mallory Chéry qui donc était active au sein de ce groupe, et donc j'ai pris la relève au début de cette année. Voilà, je ne serai pas plus long pour la présentation et je laisse la parole à Angélique Sage qui va vous parler de la labellisation et également de bâtiments qui ont été labellisés. Voilà. Bonjour, ça va pour le micro? Tout le monde entend bien? Alors, on avait une présentation. Je remercie déjà les intervenants de ce matin. Je ne sais pas s'il y en a encore dans la salle pour la qualité des interventions. C'était vraiment très intéressant. C'est la première fois que je participe à ce genre de journée. Je suis très heureuse de pouvoir être avec vous aujourd'hui. La dernière intervention du matin n'était pas forcément évidente parce que c'est sûr qu'on commençait tous à avoir un peu faim. Celle du début d'après-midi n'est pas forcément simple non plus après le repas, mais on va essayer de vous tenir éveillés au mieux pour cette intervention. Alors, je vais vous parler effectivement de l'expérimentation qui s'achève à présent, mais dont on commence à avoir les retours d'expérience et qui devrait vous intéresser. Au vu des échanges de ce matin notamment, où voilà, on a parlé de label, on a parlé de BBC, on a parlé de choses comme ça. Je ne suis pas intervenue ce matin, on était sur des faits, mais ça m'a donné à réfléchir les interventions, notamment sur le BBC en rénovation. Peut-être quelques informations en préambule de cette intervention. Le BBC en rénovation et l'addition d'un arrêté, l'arrêté du 29 septembre 2009, et des critères complémentaires Effinergie. Et il est vrai que l'on peut voir, et on va le voir aussi dans les exemples, des projets qui n'ont pas forcément isolé toutes les parois, mais qui arrivent à atteindre les exigences du BBC. Le BBC, aujourd'hui, il y a une différence entre l'atteinte du niveau et l'obtention du label. C'est différent. Dans le label, vous avez aussi des tests à réception du chantier qui peuvent être importantes, notamment ensuite pour l'usager. Et puis, aujourd'hui, le BBC, ce n'est pas une fin in fine, ce n'est pas un aboutissement, c'est un niveau qui nous permet de répondre, qui a été défini pour qu'on puisse répondre à des objectifs au niveau national, mais bien sûr qu'on peut aller plus loin. Il ne faut pas le prendre en tout cas comme l'ultime objectif des rénovations, et l'intelligence que l'on peut mettre dans ces rénovations a tout son sens, bien évidemment, pour aller au-delà. Alors, sur ma présentation, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu Effinergie parce que je ne sais pas quelles sont vos connaissances sur l'association, donc ça va être assez rapide pour ensuite enchaîner sur l'expérimentation et puis vous présenter 2 exemples de projets. Alors, on est une association, loi 1901, créée en 2006. L'idée, c'était vraiment de mobiliser les énergies pour essayer de rendre les bâtiments plus performants. Au départ, dans le neuf, et on a été notamment connu avec le BBC, ce fameux bâtiment basse consommation dans le neuf. On est à l'origine de ce label-là, et puis en rénovation dès 2009. On a une assise territoriale importante et on est aujourd'hui reconnu d'intérêt général. Ça veut dire que l'association, elle édite les règles du label et on les fait évoluer. On a le retour d'expérience derrière, mais on n'a aucune rétribution financière sur le nombre de projets qui sont labellisés. L'intérêt, c'est vraiment de faire progresser l'ensemble des professions qui sont là. Dans les membres, du coup, on a 3 collèges qui sont le collège des organismes, des associations et des collectivités. D'où l'assise territoriale au niveau national qui est importante chez nous. On a également un club des partenaires où se rassemblent des
des structures privées qui, elles, n'ont pas de droit de vote au conseil d'administration, pas de place directe au conseil d'administration chez nous pour éviter tout lobbying qui pourrait être peut-être moins constructif, on va dire, au global. L'idée, c'est d'avoir cette sorte de boucle vertueuse. Donc, on élabore des labels qui préfigurent les réglementations. On se base sur la réglementation en vigueur, donc celle qu'on doit appliquer aussi bien dans le neuf que dans la rénovation. Et puis, on accompagne les acteurs à aller au-delà, en considérant bien sûr qu'il faut aller au-delà et que les projets, les labels, les exigences qu'on met derrière doivent quand même correspondre à des projets qui soient viables, bien évidemment. Donc, label dans la construction et la rénovation. On anime aussi un réseau où on a pas mal de groupes de travail avec des experts. Et dans ce réseau-là, on a notamment un groupe de travail depuis 2017, effectivement, qui se focalise sur le sujet de la préservation patrimoniale, donc allier efficacité énergétique et préservation patrimoniale. Dans tout ça, bien sûr, on a de l'expertise, mais on a aussi la volonté d'accompagner la montée en compétences de la filière, des filières, et un retour d'expérience via un site qui s'appelle l'Observatoire BBC où on va retrouver des fiches projets, fiches de retour d'expérience. Alors, notre vision, enfin notre cœur de métier est davantage tourné sur l'énergétique. Donc, l'Observatoire est, il est vrai, plus élaboré sur le point de vue énergétique, mais je vous assure qu'on essaye de s'améliorer avec le concours de Marc d'ailleurs pour étoffer aussi le point de vue patrimonial, surtout sur les bâtiments qui sont concernés par l'expérimentation. Et puis, grâce à tout ça, on fait ce qu'on appelle un lobby d'intérêt général. Bon, alors, les deux termes ne vont pas forcément ensemble, mais l'idée, c'est d'aller directement voir ensuite les services concernés, les services techniques des ministères, pour pousser notre voix et faire entendre ce que les professionnels sont en capacité de réaliser et montrer un petit peu le retour d'expérience finalement qu'on a grâce au label et aux expérimentations qu'on mène. Pour l'observatoire, juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, donc c'est un site internet, vous avez, alors c'est dommage parce que vous n'avez pas tout, mais toutes les animations a priori, mais vous avez en fait un onglet projet dans lequel vous allez retrouver tous les projets qui concernent des projets avec de la préservation patrimoniale aussi, où vous avez des fiches projets qui détaillent un peu plus, donc je vous disais plus sur le volet énergie sûrement, mais dans ces fiches projets liées au patrimoine, on a aussi un onglet patrimoine qui apparaît. Pour étoffer ça, on aura notamment sur certains projets besoin de quelques-uns d'entre vous. Donc, si vous voyez des projets que vous avez pu rencontrer dans votre vie professionnelle, on est preneur d'éléments complémentaires pour aller au-delà de ce qui est écrit jusqu'à présent dans ces fiches. Quelques chiffres, ça c'est juste pour vous donner un petit peu ce qu'on fait comme rénovation. On a parlé ce matin de 500 000 rénovations par an. C'est un chiffre important. Faut-il encore regarder ce que l'on entend par rénovation dans ces cas de figure-là? Ici, on parle de rénovation globale et performante, donc au niveau BBC. Et on est sur du 300 000 logements actuellement qui ont demandé un label BBC déjà, plus de 7 500 logements individuels et plus de 4 millions de mètres carrés de tertiaire. Donc ça concerne quand même un certain volume de bâtiments, on va dire. L'expérimentation à présent, d'où nous est venu ça? Alors, il y a fort longtemps, au sein de la DHUP, existait ce qu'on appelait à l'époque un groupe de réflexion pour voir émerger potentiellement un label patrimoine. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient eu vent de ça, participaient peut-être aux échanges. On avait été, nous, invités par Sites et Sites Remarquables de France à participer à ce groupe de réflexion ayant l'antériorité des labels de performance énergétique. Ce groupe de réflexion s'est arrêté de façon un petit peu inopinée, c'est-à-dire que l'animateur en place à la DHUP a changé de poste. Et voilà, fin de l'histoire pour ce GT. On a essayé de relancer les choses parce qu'il était sûrement assez pertinent que ce soit au niveau de la DHUP que ça se mène. Et on voit aujourd'hui qu'en fait, on a besoin de retourner vers eux et que ce soit eux aussi qui activent les choses finalement pour que ça bouge en plus haut lieu. Mais ça ne s'est pas fait à l'époque et donc en 2017, on a repris le groupe de travail au sein des Finergies. Alors au départ avec des experts qui sont plus sur le volet énergie, bien évidemment, des thermiciens ou des experts aussi de la réhabilitation énergétique du bâti ancien. Et puis on s'est étoffé petit à petit, par contact principalement,
d'experts sur le volet architecture et préservation patrimoniale. D'expérimentation est alors née avec le soutien, un soutien financier de la DHUP et de l'ADEME et le soutien technique du ministère de la Culture pour cette expérimentation. Alors, en quelques chiffres, l'expérimentation, ça a duré 3 ans. C'était de début 2020 à fin 2022. Là, on est sur la fin de l'expérimentation. On avait une ambition assez forte d'une 40aine de projets. On avait vu quand même un petit peu large pour le coup, puisque on est dans un cadre expérimental, donc c'est assez particulier. Vous allez le voir, on se laissait la possibilité de faire évoluer les règles techniques, donc il fallait quand même que le porteur de projet soit assez convaincu et nous fasse confiance pour réussir à s'engager aussi à nos côtés. L'idée, c'était vraiment de mettre en lumière cette nécessité de coexistence entre la réhabilitation énergétique et la préservation patrimoniale. Et il n'y avait rien, il n'y avait pas de label qui existait pour mettre en lumière ça et ce travail commun des professionnels sur le sujet. Donc, c'était vraiment notre volonté. Pour répondre à cet objectif, donc allier réhabilitation énergétique et préservation patrimoniale, tout ça en lien avec, bien sûr, le confort de vie dans les bâtiments, on s'est adressé aux bâtiments aussi bien monuments historiques, tout ce qui est patrimoine qui va être inscrit, classé, mais aussi au patrimoine vernaculaire qui n'a pas forcément de reconnaissance. Donc c'était ouvert sur les types de bâtiments acceptés dans le cadre de l'expérimentation. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça une expérimentation? On a l'habitude de faire des labels, on rédige des règles, vous les trouvez sur Internet, elles sont accessibles à tout le monde, et elles peuvent être vérifiées par un tiers indépendant objectif. Et on fonctionne comme ça parce que, du genre, on n'a pas les moyens humains de vérifier tous les projets qui souhaitent un label, donc c'est confié à un organisme certificateur qui met nos labels dans une certification, donc c'est plus large. Il va prendre en compte l'acoustique, la sécurité incendie, des choses que nous, on ne considère pas, on regarde uniquement la thermique au départ. Dans le cadre-là, on voulait vraiment se poser sur ce qui se passe quand on essaye d'associer réhabilitation énergétique et préservation patrimoniale. Donc, on cherchait à être plus dans le détail, dans la finesse finalement des projets et à comprendre ce qui se passait. Donc, le label, comme on a l'habitude de faire, ne correspondait pas vraiment à ce qu'on souhaitait là, pour le moment, surtout qu'on n'arrivait pas à avoir des critères objectifs. Alors, sur le volet énergie, on a déjà le BBC en rénovation qui existe. On aurait pu se baser dessus en disant, bon, on accepte un écart parce qu'on sait que certains bâtiments ne pourront peut-être pas y aller, ou des choses comme ça, admettons. Mais sur le volet patrimoine, donc déjà sur le volet énergie, on n'était pas trop sûr de nous. Et sur le volet patrimoine, encore moins. On a travaillé avec le GT à voir si on ne pouvait pas établir une sorte de grille, quelque chose qui pourrait être considéré objectif, mais c'était d'autant plus délicat que chaque projet est finalement à considérer au cas par cas. Donc on a voulu une expérimentation pour réussir vraiment à faire évoluer les exigences au fur et à mesure, à les consolider de cette façon-là, à avoir un retour d'expérience précis et réussir à se poser sur chaque projet et vraiment regarder ce qui s'y passait. Alors sur le sujet, il y a le groupe de travail qui nous accompagne, donc qui est là depuis 2017, qui a mis en place l'expérimentation, qui continue d'exister et de suivre ça. Et puis en complément, on a mis en place une commission avec des experts sur le volet énergie, des experts sur le volet patrimoine, qui échangent et vraiment vont regarder chacun des projets qui rentrent dans l'expérimentation. On a 4 commissions par an et on a même dans ces experts ce qu'on a appelé des rapporteurs, donc qui sont des personnes identifiées sur les 2 volets et qui vont vraiment aller regarder en détail ce qui se passe sur les projets. Comment ça se passe? Alors, un projet souhaite candidater. Déjà, on a souhaité vérifier qu'il n'allait pas essayer de passer outre un autre label. Donc, on voulait vérifier qu'il y avait vraiment de la préservation patrimoniale à faire. C'est une première étape. Pour ça, il passe devant la commission. Donc, c'est au niveau des Finergies que ça se gère. On le fait passer en commission. C'est assez rapide. Hein. Il nous envoie des photos. Il nous montre s'il y a un repérage. Il nous le précise. Et puis, on évalue s'il y a effectivement de la préservation patrimoniale à faire ou non. Ensuite, il établit, au niveau d'un organisme certificateur, ce qu'on a appelé un dossier socle. Donc, dans ce dossier, il va expliquer ce qui s'est passé dans le cadre du projet, ce qu'il a fait comme choix sur tous les éléments du projet. Donc, l'idée, c'est vraiment de réussir à comprendre la démarche qu'il y a derrière et s'il y a eu une démarche et une méthodologie derrière chaque choix entrepris
avec des choix qui doivent considérer les deux volets, encore une fois, réhabilitation énergétique et préservation patrimoniale. Suite à ça, avant un second passage en commission, c'est là que les rapporteurs interviennent. Donc, 2 experts de la commission, un sur le volet énergie, un sur le volet patrimoine, vont étudier attentivement le projet et tous les éléments qui ont été portés par le porteur de projet, et ils en réfèrent à la commission. C'était pour alléger le temps des commissions, parce qu'en commission, on ne pouvait pas se permettre à une vingtaine de personnes d'étudier l'ensemble des données des dossiers. Donc, il en réfère à la commission qui va donner un avis pour statuer sur la validation ou non du projet. Cette étape-là n'était pas forcément très évidente. Beaucoup de projets sont passés plusieurs fois en commission parce qu'on demandait des éléments complémentaires pour comprendre ce qui s'était passé derrière les choix entrepris. Donc, ça a pris un petit peu de temps. Et puis ensuite, le certificateur permet, alors s'il y a un avis de la commission, l'organisme certificateur permet d'aller vérifier sur site que ce qui a été validé par la commission est bien ce qui est mis en place concrètement sur le site. Alors là, je vous ai mis le diagramme avec un petit peu les phases aussi du chantier, un peu quand ça doit arriver, parce que l'avis de la commission ne peut pas arriver trop tôt. Il faut quand même qu'il y ait des choix qui soient faits. Si on arrive trop en amont du projet, il y a trop de risques que le projet évolue ensuite. Donc, il fallait aussi qu'il y ait une cohérence avec vraiment le moment du projet. Et après, il y a la valorisation de ces projets qui se fait dans l'Observatoire BBC et puis aussi sur le site du CREBA. Le CREBA a été cité ce matin, donc je pense que beaucoup d'entre vous maintenant, j'espère, le connaissent. Et il y a aussi des fiches de retour d'expérience sur le CREBA qui vont valoriser également les projets qui se passent dans l'expérimentation. Vous avez un certain nombre de documents disponibles sur notre site internet pour un peu mieux comprendre ce qu'on a fait dans le cadre de cette expérimentation. Et on est en train de rédiger des livrables qui seront aussi en accès libre dès début d'année prochaine. Où on en est aujourd'hui? Alors, il y a plus de 50 projets, 54 qui ont candidaté à l'expérimentation, donc qui ont passé le premier passage de la commission. Certains s'en sont arrêtés là, parce que des projets ont été abandonnés, mais beaucoup ont eu un problème de temporalité, c'est-à-dire que vu qu'on était sur 3 ans d'expérimentation, il fallait aussi qu'ils arrivent à porter le projet sur ces années-là et à poser le dossier socle. Ce n'est pas forcément simple. Il y a 9 projets qui ont été validés. Alors, pour le moment, il y en a surtout 6 qui ne sont pas encore au courant, donc je ne vais pas pouvoir vous en parler, mais on a 9 projets qui ont été validés par la commission. Sur les 9 projets, il y en a 5 qui ont quand même des réserves à lever, c'est-à-dire qu'il va falloir que l'organisme certificateur vérifie certains éléments que souhaite la commission pour qu'ils soient effectivement validés et qu'ils aient effectivement le label expérimental. Il y en a 13 qui ont été refusés pour plusieurs raisons, hein, mais principalement, à vrai dire, pour des raisons de préservation patrimoniale où cet objectif n'était pas respecté. Et puis, on a un guide de retour d'expérience qui est en train de se mettre en place sur le sujet. On va parler de quelques exemples à présent. Alors, le premier exemple, c'est la mairie de Bria, dans le 62, qui est le premier projet à avoir été validé par la commission. Alors, c'est une mairie où on a considéré que le projet avait vraiment allié la réhabilitation énergétique et préservation patrimoniale. C'est un petit projet, pour le coup, hein, donc ce n'était pas avec des moyens non plus exponentiels. C'est un bâtiment de 1865 en briques pleines, moulées, typique de cette région de France, où ils ont trouvé en fait des solutions adaptées à la préservation de ce patrimoine, où ils ont trouvé des solutions pour préserver et garantir des diminutions de consommation de ce bâti. Et on a réussi à réduire par un facteur 5 les consommations et par un facteur 25 les émissions de gaz à effet de serre. On va regarder un petit peu ce qu'ils ont fait dans le cadre de ce projet. Et il y a des fiches de retour d'expérience sur l'Observatoire BBC. Comment ça s'est passé pour ce projet? Alors, il est passé en commission une première fois. On s'est dit oui, ok, effectivement, sur base de vidéos et d'éléments sur ce projet, il y a de la préservation patrimoniale à faire. C'est un ancien presbytère, le bâtiment date de 1865, il a été reconverti en mairie juste avant 2000 et il est...
Très bien, merci. Donc, on a une église proche, on voit que le village est vraiment constitué autour de ces bâtiments emblématiques que sont notamment le presbytère et l'église. Donc, on a un certain nombre de documents qui nous ont permis d'apprécier la notion de préservation patrimoniale qu'il y avait à faire sur le projet, avec des photos d'extérieur. On a eu un vrai soutien aussi sur ce projet du CAUE local qui a permis, je pense déjà, la candidature du projet à l'expérimentation. Et c'est un projet qui a été particulièrement intéressant. C'était le premier à être validé, mais c'est surtout le premier avec lequel on a vu qu'on pouvait faire aussi, que la commission pouvait faire bouger les lignes dans le cadre du projet. La commission, elle n'avait pas vocation à être prescripteur, on ne pouvait pas faire de prescription, on n'a pas les assurances, c'était pas vraiment conçu pour ça. Par contre, elle a fait un certain nombre de remarques qui ont été écoutées par la maîtrise d'ouvrage. Ils nous ont fourni des éléments, donc des photos de modélature qu'il y avait, d'éléments de façade qu'il y avait sur ce bâtiment-là et qu'ils avaient remarqué également. Des éléments sur l'intérieur aussi, la cave voûtée, l'escalier, la cheminée. Des plans, parce qu'il faut qu'on comprenne. On est sur une étude de projet qui se fait là, en l'occurrence, sur des éléments de conception. Donc, il faut qu'on arrive à comprendre où ils en sont, qu'est le bâtiment aujourd'hui, ce qu'il a été et ce qu'ils veulent en faire. Et sur beaucoup de projets, on s'est aperçu que même ce cheminement-là, cette méthodologie de comprendre ce qu'est le bâtiment, ce qu'il a été et ce qu'on veut en faire, comprendre, avoir un bâtiment de référence pour imaginer ce qu'on peut faire en termes de préservation patrimoniale par la suite, cette méthodologie-là, les équipes projet l'avaient assez rarement, hélas. Donc, on demande des plans, on demande à comprendre. Là, en l'occurrence, il y a une extension qui avait été créée dans les années 60, ouais, et qui va être démolie pour avoir la construction de l'axe CPMR, par exemple. Des plans de façade aussi pour bien comprendre ce qu'ils font. Façade existante, façade projetée. Des détails des menuiseries, de l'accès qu'ils veulent faire pour les personnes à mobilité réduite, pour vraiment bien comprendre ce qui se passe. Sur ce bâtiment-là, on a en plus des problématiques qui sont là initialement avant la réhabilitation, avant qu'on se pose la question de comment allier préservation énergétique réhabilitation énergétique et préservation patrimoniale. Il y a un problème déjà d'humidité important, des remontées capillaires. Donc il y a des choses qu'il faut forcément résoudre pendant la réhabilitation de ce bâtiment-là, qu'il va falloir considérer. Il y a des champignons qui commencent à apparaître. Donc ça, il va falloir le traiter. Il y a une toiture qui est en mauvais état et qui est en plus amiantée. Donc c'est pareil, il va falloir aussi la traiter en conséquence. Et puis le confort thermique, rien n'est noté, mais étant donné la puissance du chauffage installé, ça laisse imaginer qu'il y a quand même quelques difficultés de qualifier ce bâtiment de confortable thermiquement. Dans ce bâtiment-là, on veut en faire donc toujours garder cet espace mairie-bureau, donc tertiaire avec accès du public, et puis un logement aussi. Dans cette fiche, on regarde aussi tout le volet énergie, ce qu'ils en font exactement, quel type d'isolation ils veulent mettre, ce qu'ils veulent faire de ce bâtiment, quel type de système de chauffage ils vont utiliser, etc. Pour bien comprendre ce qu'ils vont laisser en état, ce qu'ils vont modifier et pourquoi à chaque fois ils prennent ce genre de décision. Alors ça, c'est le volet énergie de la première présentation qui a été faite. Sur le volet énergie, là, c'est les rendus des fiches de l'Observatoire BBC, où on voit notamment les réductions de consommation entre avant et après, pour les consommations énergétiques avant et après chauffage, avec la répartition. Donc ça, c'est pour la partie mairie. Pour la partie logement, on est sensiblement à la même chose. La part de consommation d'eau chaude sanitaire est plus importante en logement, ce qui est assez logique. La position au premier passage. Quand ce projet est passé en commission, on s'est dit, bon, ils remettent des menuiseries bois, ils vont intégrer des lambrequins, ils vont refaire la couverture, la toiture de ce bâtiment-là, en remplaçant par des ardoises naturelles,
Ils suppriment l'extension qui était faite en 1960, ils restaurent la porte chartère, ils atteignent un niveau BBC, donc sur le volet énergie, ils sont quand même à un niveau de performance en consommation, et ils utilisent un isolant qui va être particulièrement adapté pour la performance de ces murs-là. Donc ils avaient fait quand même une partie du chemin, réfléchi à un certain nombre de choses. La commission, c'était dans les premières où on avait des projets à valider, s'est fait un peu plaisir aussi, et donc a fait un certain nombre de remarques. Ils ont demandé des compléments sur les volets, en disant, bon, bah voilà, c'est bien les volets, mais en fait, c'était quoi initialement? Il faut réfléchir aussi à ce qu'il y avait au départ dans le bâtiment. Les menuiseries, ils voulaient essayer de comprendre et de pousser un petit peu les choses pour voir ce qu'on pouvait faire en termes de menuiserie. Avoir un détail initial, l'état projeté, surtout au niveau du vitrage, comprendre ce qu'on allait faire et les petits bois, ce qu'on allait mettre exactement. Pour la porte, ils avaient aussi des demandes de précision sur l'état projeté de la porte. Sur la rampe, ils voulaient comprendre un peu mieux ce qui se passait. Sur le plâtre lati aussi, et le plâtre lati, ça a été une difficulté du projet puisqu'ils voulaient le supprimer, et la commission a demandé à ce qu'ils réfléchissent à le conserver justement. Et investiguer tous les sujets d'humidité, d'hygrothermie et d'acoustique aussi en complément. Donc la commission n'a pas été forcément très sympa avec eux, et Marc pourra aussi vous confirmer que les experts de la commission sont un peu rudes parfois pour des projets qui se lancent dans l'expérimentation et cherchent vraiment à les pousser finalement au maximum des capacités qu'ils ont sur le projet. C'est ça qu'on cherchait. Ils ont répondu sur chacun des points en question lors d'un deuxième passage en commission. Ils nous ont déjà expliqué que on avait fait des demandes d'ajustement, notamment concernant les menuiseries, et qu'en fait on était en cohérence avec ce qu'avait dit la Fondation du patrimoine. Bon, c'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Ils nous ont aussi expliqué que ils allaient regarder tous les points, qu'il y avait aussi une part d'économie qui allait potentiellement les bloquer à certains moments parce qu'on restait sur un petit projet, et que donc cette part économie pouvait avoir un impact considérable pour eux, et que l'idée c'était vraiment de réajuster les choses pour certes améliorer l'aspect de préservation patrimoniale en restant dans une configuration qui permette d'avoir des subventions aussi. Sur les volets, ils nous ont, le volet lambrequin menuiserie, ils nous ont recherché des photographies anciennes, donc ils sont allés dans les archives de la mairie, vraiment essayer de chercher ce qu'il y avait avant dans le bâtiment, comment il était, pour davantage le comprendre. Ils ont adapté du coup les éléments qu'ils avaient pour se rapprocher du contexte historique et d'un référentiel sur le bâtiment. Pour les portes, ils ont adapté le CCTP. Pour la rampe d'accès PMR, ils ont apporté des précisions. Il y a uniquement sur le plâtre laterie où ils ont été en fait bloqués par le bureau de contrôle qui demandait un coup-de-feu et qui n'acceptait pas cette solution. Donc c'est ce qui a permis, toutes ces réponses ont permis aussi de bien comprendre au niveau de la commission qu'on avait poussé en fait les sujets au maximum de leur capacité, et c'est ça qu'on cherchait à avoir. Un autre projet, c'est la réhabilitation du Clos Jouve à Lyon, qui est une résidence HBM dans le premier arrondissement de Lyon. Donc, construction 1929-1934. Et ce projet, c'est le premier qui a été accepté en premier passage de la commission. Donc, je vous avoue que ça a bluffé tout le monde parce que, étant donné qu'on demandait des compléments à tous les projets, là, on avait enfin un projet qui passait. Il y a des projets qui sont passés 5 fois en commission. Hein, parce que à chaque fois, parce qu'on sentait que derrière, l'équipe projet n'avait pas forcément compris tous les enjeux et qu'il n'était pas concevable pour la commission que ça passe sans qu'on ait poussé le projet au maximum. Donc, ils n'ont rien lâché, mais ça a fait évoluer les projets. Celui-là, il est passé tout de suite au premier passage. Il allie vraiment efficacité énergétique, préservation patrimoniale. Ils ont poussé tous les éléments. Un des gros avantages de ce projet, c'est que l'équipe projet, elle est solide. Ils échangent,
Ils sont sans cesse en concertation ensemble, ils se comprennent, ils ont des compétences en interne qui permettent d'avancer, ils savaient vers où ils allaient dès le départ. Et ils ont tout de suite échangé entre notamment le bureau d'études thermiques et la maîtrise d'œuvre pour avancer vers le même objectif. Et c'est ça qui a vraiment permis à ce projet de réussir à atteindre ces objectifs-là. Donc on est dans Lyon, on a ici c'est un ensemble de 5 bâtiments en R+5 qui sont sur 2 îlots. Il y a un jardin au milieu. C'est un bâtiment HBM, donc c'était aussi important pour la commission que ce type de bâtiment apparaisse dans l'expérimentation comme étant aussi assez emblématique. On en a eu plusieurs des HBM. Et c'était important qu'on puisse voir ce qu'on pouvait, en fait, concrètement, jusqu'où on pouvait aller aussi avec ces bâtiments-là. Donc ça, c'est les photographies actuelles du bâtiment en question. Donc, il y a toute la notion de compréhension du projet qui était importante pour nous. Ils nous ont fourni aussi des photographies plus anciennes. Ils ont un diagnostic qui était détaillé sur les éléments extérieurs et intérieurs, où ils regardaient un certain nombre de choses sur les bâtiments et où ils avaient établi des fiches finalement sur ce qu'ils avaient repéré dans l'ensemble des bâtiments concernés, des 5 bâtiments concernés. Donc, je vous ai mis quelques exemples là des fiches qu'ils nous ont fournies pour le passage en commission, avec à chaque fois des photos, l'état existant, le programme travaux, des préconisations éventuelles, etc. Là, c'est sur les ouvertures, les portes. On a eu des plans de l'existant, de l'état projeté. Et ça, c'est donc un petit graphe des éléments sur le volet énergie. Vous ne voyez pas le bas, je suis désolée, mais il ne doit pas manquer grand-chose en bas, où on a repéré tous les éléments qu'ils ont mis en place. Sur ce bâtiment-là, il n'y a pas forcément de l'isolation non plus partout. Il y a quelques murs qui ont été isolés. Et la décision d'isolation de ces murs, elle s'est faite en connaissance de cause grâce à une étude qui avait été menée en amont sur les bâtiments en mâche-fer et qui a permis d'avoir des conclusions sur ce qu'il était possible de réaliser concrètement dans cette réhabilitation. Donc là, on voit les niveaux de consommation. Sur les 5 bâtiments, en moyenne, on est sous le seuil du niveau BBC rénovation, qui est à 96 à Lyon. Et donc tous les bâtiments, en fait, tous les 5 bâtiments, tous n'y sont pas. Et ce n'était pas forcément une exigence en soi dans l'expérimentation. L'idée, c'était sur le volet énergie, vous essayez d'aller au BBC, même d'aller plus loin si vous le pouvez, mais voilà, comme une sorte d'objectif en termes de consommation, sans qu'on fixe l'exigence, pour laisser cette possibilité aussi de faire autre chose si le bâtiment ne nous permettait pas d'atteindre l'objectif. Concrètement, sur les bâtiments qui ont été acceptés, une majorité sont en fait au niveau BBC. Il y a eu des études donc en amont, je vous le disais, en 2008 sur le béton de mâche-fer qui ont permis d'avoir des conclusions sur ce bâtiment-là avec uniquement l'isolation de 2 pignons pour ces bâtiments. Donc l'approche était aussi extrêmement documentée et les diagnostics étaient bien présents pour bien comprendre le bâtiment et poser les choses. Il y a une vraie cohésion d'équipe qui a permis aussi de bien répondre aux difficultés de chacun pour atteindre les objectifs, et puis l'intégration des problématiques de confort d'été, d'acoustique, d'humidité, qualité d'air intérieur, toutes ces choses-là qui font aussi partie de ce que l'on souhaite avoir dans ce type de bâtiment. La position de la commission, elle a été donc d'accepter le projet pour un certain nombre de raisons. Déjà, toute la méthodologie, rien que sur la méthodologie, le principe méthodologique était là. Ils ont bien posé les choses, ils ont essayé de comprendre au maximum le bâtiment, son état existant, de retrouver un état de référence et puis d'avoir l'état projeté ensuite. Ils ont fait des choix qui semblaient être les choix qui étaient les plus pertinents pour les experts de la commission, aussi bien sur le volet préservation patrimoniale que sur le volet énergétique. Ils atteignent des performances énergétiques qui étaient dans les objectifs aussi. Donc c'était vraiment
très bien concrétisé finalement en termes d'études. Mais la commission ne s'est pas arrêtée là, donc ils se sont fait plaisir, ils ont fait en plus un certain nombre de remarques pour encore une fois pousser au maximum les choses et essayer de faire avancer les équipes derrière. Voilà pour ces exemples. Merci beaucoup de votre attention. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, je vais laisser la parole dans le public s'il y a des questions sur le label et puis les différents cas peut-être qui ont été présentés. En fait, j'avais deux questions. La première, c'est qui sont les maîtres d'œuvre de ces deux projets? Ce serait intéressant de mettre le nom des architectes, notamment l'équipe de Lyon. Ça, c'était la première question. Et la seconde, donc, d'après ce que j'ai compris, il y a 13 projets qui ont été refusés et 2 acceptés. Donc, les 2, c'est principalement de l'existant qui marchait tout seul quelque part. Hein, donc, il n'y avait pas eu beaucoup de choses à faire, d'après ce que j'ai compris de la présentation. Ça aurait été intéressant aussi de voir quelques exemples des 13 projets refusés pour savoir pourquoi ils ont été refusés. Merci. Alors comme ça, je ne saurais pas vous ressortir le nom des architectes, mais ils sont sur les fiches de l'Observatoire BBC, donc vous les retrouvez très facilement. Et si on a un accès à Internet, on peut aller voir sans souci. Sur les projets, donc il y en a 9 qui ont été validés. J'avais la possibilité de ne parler que de 3 d'entre eux pour le moment parce que les 6 autres ne sont pas encore informés, donc c'est un petit peu délicat de les présenter, même s'ils ont été validés. Et sur les 13 autres, c'est plus délicat de présenter, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait les autorisations pour présenter les projets, mais c'est vrai que ça aurait pu être un projet à présenter, un projet qui a été refusé. Il y a un projet notamment qui a été, il y en a 2 qui ont été refusés parce que les travaux ne correspondaient pas du tout aux notions de l'objectif de préservation patrimoniale que l'on avait. Un qui correspondait pas non plus à l'objectif de préservation patrimoniale et même qui avait déjà fait beaucoup trop de travaux pour qu'on arrive à aiguiller en fait le porteur de projet pour peut-être changer un certain nombre de choses et essayer de rattraper la préservation patrimoniale. Oui, merci pour la présentation. Je voulais poser la question effectivement les choix qui ont été présentés ou ceux qui ont été exclus. Il n'y a pas ici de cas de seconde œuvre patrimoniale présentée. Dans les 2 cas, les châssis, peut-être les portes, pour une partie, pour le presbytère notamment, ont disparu. On voit bien qu'on tourne autour d'un sujet comme les volets roulants conservés apparemment en plastique du presbytère d'époque Napoléon III, si j'ai bien compris. Et est-ce qu'on a des exemples justement, parce que c'est aussi ça dans les espaces protégés, le second œuvre est protégé. Dans certains règlements, c'est clair évidemment. Donc est-ce que vous avez traité des cas de ce genre sur justement des exemples d'amélioration de second œuvre existant? Alors il y a des projets emblématiques qui font partie des 6 derniers qui ont été validés, où il y avait de la préservation patrimoniale intérieure et extérieure à réaliser. Il y en a un qui a été refusé, qui a trop détruit en fait à l'intérieur justement, et qui a été refusé notamment pour cela aussi. Le sujet des menuiseries, par contre, c'est vrai, est revenu de façon extrêmement récurrente. C'est-à-dire qu'à chaque projet, ce sujet capitalisait quand même pas mal d'échanges, tout à fait. Menuiserie au sens large, hein, j'entends, mais oui, c'est un vrai sujet. Là où, alors on imaginait ce sujet-là, on imaginait aussi le sujet de l'isolation par l'extérieur, typiquement. Ce sujet d'isolation par l'extérieur, il est moins réapparu. Il a réapparu dans certaines configurations. Sur un des projets, on a demandé à ce qu'il y ait une étude des matériaux existants pour justifier que l'isolation extérieure et le principe isolant qui allait être employé était le bon, par exemple. Mais c'était ponctuel. La menuiserie revient tout le temps. Ça, c'est vrai. J'avais une question à poser sur les suites, en fait. Donc, si j'ai bien compris, il va y avoir un guide, c'est ça, qui va être préparé pour obtenir le label. Et est-ce que également
Donc, vous vous servez de ces exemples pour préconiser justement des mesures qui permettent d'atteindre ce label en préservant le patrimoine. Donc, par rapport à la question précédente, ça vaudrait peut-être le coup d'avoir des exemples où on puisse montrer qu'on a réussi à garder les boiseries intérieures, par exemple, les cheminées et autres, ou effectivement les fenêtres anciennes, en les équipant de vitrages performants. On le fait dans beaucoup d'immeubles. On arrive avec des menuiseries 18e en assurant un entretien, le changement ponctuel, les réparations, les greffes, avec des verres feuilletés, par exemple, ont des performances thermiques moyennes, mais meilleures qu'en simple vitrage, avoir des bonnes performances. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus aussi? On n'a pas travaillé spécifiquement là-dessus, nous, mais il y a des projets qui ont effectivement eu des réponses à ce genre, eu des choix orientés dans ce sens-là pour les menuiseries, oui, tout à fait. Et il y a des bâtiments qui ont essayé, là par exemple sur Clojuve, ils ont aussi essayé de préserver au maximum l'intérieur, quitte à faire du réemploi d'ailleurs, notamment pour les portes, parce que certaines étaient trop abîmées, mais on réutilisé à d'autres endroits ou des choses comme ça. Et ils ont essayé d'associer les différents sujets, notamment de sécurité incendie par exemple, sur les portes. Mais l'intérieur du bâtiment, ils ont tenté en tout cas de conserver une partie aussi, quoi. Si je peux juste me permettre un tout petit mot de conclusion. Oui. Donc voilà, c'est vrai que c'était une expérimentation sur laquelle il y a eu finalement assez peu de labellisation. Donc effectivement, ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait d'autres candidats à la labellisation et des candidats notamment qui proposent des solutions pour les menuiseries anciennes, etc. Parce que finalement, le label, enfin l'organisme de labellisation n'a pas vocation à trouver les solutions. Lui, il regarde si ça fonctionne ou pas. Il faut aussi avoir conscience qu'on revient quand même de très très loin qu'on part de très loin sur les rénovations thermiques, parce que c'est vraiment le terme. Et voilà, on a d'un côté la rénovation thermique, de l'autre côté la restauration patrimoniale, qui sont des approches très très éloignées. Et voilà, l'expérimentation au moins permet d'illustrer qu'une méthodologie est possible. Voilà, ça dépend aussi de où est-ce qu'on peut mettre le curseur pour un sujet comme pour l'autre, pour le sujet de la performance thermique comme pour le sujet de la préservation patrimoniale. Donc, je voulais simplement vous signaler que certains architectes des bâtiments de France ont reçu en région un courriel de ma part pour aller explorer un autre corpus de bâtiments qui sont labellisés BBC. Et qui n'ont pas fait l'objet effectivement de ce regard de la commission de la labellisation et Finergie Patrimoine. Donc, ils sont sur l'observatoire donc de BBC dans le petit onglet patrimoine qui consiste simplement à signaler les projets qui sont sur du bâti patrimonial, et vous verrez que le curseur est parfois beaucoup moins élevé encore que ce que vous avez pu voir en ce qui concerne la préservation patrimoniale, et c'est pour ça que j'ai sollicité l'expertise de certains de mes confrères en région pour donner un avis sur ces restaurations, enfin sur ces rénovations BBC, et essayer d'élargir un peu le corpus au-delà des 9 effectivement qui ont été labellisés. Donc il y aura un retour sur ces 9-là. Et bon, c'est dommage, il y a un échange avec la salle qui était prévu, mais malheureusement, Angélique Sage a un impératif qui fait qu'elle ne pourra pas être présente. Mais je crois que ce qui est intéressant dans cette expérimentation, c'est aussi la question de la méthodologie, de réussir à faire converger des acteurs qui n'ont pas du tout les mêmes réflexes, ni les mêmes outils. Voilà, c'est un calcul thermique BBC, on part quand même de très loin. Moi, je me félicite qu'on ne soit pas sur des ITE, sur des menuiseries PVC, etc. Alors peut-être qu'effectivement, il faudrait qu'on aille encore plus loin. Donc voilà, si vous avez des candidats au label et Finergie Patrimoine, ça nous permettra d'avoir un corpus plus vaste. Voilà, c'est terminé. Merci. Et juste, désolée, en complément, deux compléments. Le premier, c'est qu'on était sur une expérimentation. Là, l'idée, c'est de réussir à faire un système pérenne pour continuer de valoriser ça. Et c'est en lien avec notamment des échanges qu'on a avec la DHUP et avec ce que vous évoquez ce matin au rendez-vous de mardi prochain avec le ministre, où on sent qu'il y a
un intérêt, en tout cas pour la DHUP, à comprendre le sujet du patrimoine, ce qui se passe et ce qu'on peut faire exactement. Et où on pense que dans ce sujet-là, nous, ce qu'il nous faut, c'est cette expertise vraiment patrimoniale en complément de ce qu'on peut faire sur l'énergétique et qui est vraiment les deux aspects qui soient traités. Quand on a commencé le GT, qu'on a commencé à étoffer le groupe de travail, c'est caricatural, mais et des fois, on ne se comprenait pas, quoi. Alors qu'on disait exactement les mêmes choses. Et on a réussi à évoluer ensemble, finalement, les experts de bords différents au départ, pour converger. On avait tous le même objectif de toute façon. Donc, il faut qu'on arrive à trouver les bons termes, mais je pense qu'on est tous d'accord et qu'ensemble, on arrivera peut-être, j'espère, à porter une voix commune pour faire avancer ça.